Il a été photographe de guerre et puis un jour, il a regardé non plus les hommes qui y meurent, mais les lieux qui survivent, les batailles. Qu'en reste-t-il une fois que la guerre est finie? Certains États les balisent, les glorifient, d'autres préfèrent les oublier. Les défaites surtout. Yann Morvan a donc fait le tour du monde pour photographier 250 champs de bataille, de Kulikovo en Russie en 1380 à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en 1996, en passant par Sébastopol ou encore Gettysburg. Que nous racontent ces lieux des années après? Un beau travail, un livre émouvant dont il témoigne en ce 11 novembre dans 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir Yann Morvan. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes photo-reporter de guerre, donc vous vous apprêtez bientôt à repartir pour le Liban. Vous avez longtemps travaillé. Pourquoi avoir entrepris ce travail monumental qui vous a pris 10 ans, disons-le, ce travail sur la mémoire et sur la disparition? Je dirais par curiosité. Quand j'étais petit, je pense que ma névrose vient du fait qu'à 4 ans, on m'a offert une panoplie d'Ivanhoé. Et donc, ça m'a emmené dans la littérature chevaleresque. Ouais. Et je me suis retrouvé finalement dans les années 80 dans pas mal de conflits. Et après avoir arrêté en 2000, j'avais décidé de faire un tour du monde des champs de bataille pour voir à quoi ils ressemblaient après. Et donc, j'ai repris un peu toute ma bibliothèque et toute la littérature. Et comme un détective, j'ai essayé de retrouver à quoi ça ressemblait. Et c'est assez étonnant, par exemple, dans le livre, il y a 250 champs de bataille, mais au-delà du fait historique, c'est-à-dire que chaque image est racontée, et donc c'est au-delà d'un livre de photographie, ça l'est, c'est aussi un livre d'histoire. Mmh. Et aussi, l'image, parfois, témoigne de quelque chose qui va au-delà finalement de la représentation des choses figuratives. C'est que si on voit par exemple les campagnes napoléoniennes et on s'aperçoit, et ça c'était fascinant dans le travail que j'ai fait, c'est par exemple la bataille de l'Alma. La bataille de l'Alma, à Paris, on a un pont qui est monumental. Les gens s'imaginent que c'est un truc... L'Alma, c'est un ruisseau qui fait 50 cm de large, par exemple. La bataille des pyramides, Napoléon, du haut des pyramides, contemple 20 ans d'histoire. Les pyramides sont à 20 km du nom de la bataille. Alors, soit il avait une vue extrêmement perçante. Donc, on s'aperçoit que déjà que la propagande, disons les images de guerre de propagande, existent déjà à travers la peinture. Ouais. Et puis, on découvre des lieux incroyables, comme moi j'étais fasciné d'aller à Armageddon, qui est le Megiddo, et de voir que ça existe encore et que c'est là que l'apocalypse... Alors on va voir quelques autres exemples. Yann Morvan, donc près de 700 pages, c'est colossal, vous l'avez dit, 250 batailles, 450 photos. Nous sommes le 11 novembre, vous avez notamment photographié Verdun, un des lieux emblématiques de la Grande Guerre qui a fait des millions et des millions de morts. On va voir défiler à l'image ces photos de Verdun dans quelques secondes. Yann Morvan, c'est un lieu, Verdun, qui semble encore figé dans ces moments tragiques, en fait. Oui, c'est très, très émouvant d'aller à Verdun. Le site est un grand site qui est balisé. Il a été recouvert, la forêt l'a recouvert, et heureusement, parce qu'il y a peut-être encore des engins explosifs. Les Français, mon grand-père a fait Verdun, je pense que tous les Français, à un moment donné, les grands-parents ont été se battre à Verdun. Et c'est dans ces lieux, il n'y a pas que Verdun, il y a les Éparges, il y a la Somme, et tous ces lieux sont très émouvants parce que... justement, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous ressentez, vous, d'abord en tant que photographe, mais en tant aussi que citoyen, dont la famille a aussi connu ces événements tragiques? Je lis beaucoup, donc quand j'arrive, j'ai déjà la mémoire des gens qui ont écrit, ce qui reste. Donc, par exemple, si je prends les Éparges, j'ai lu Maurice Genevoix, le récit de quand il a été blessé, ou bien Ernst Junger, de l'autre côté. Et donc, j'ai déjà tous ces mots, toutes ces paroles, toutes ces images en tête. Et effectivement, ça m'aide à comprendre, parce que je peux entendre encore résonner les mots et les paroles des gens qui se sont battus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des pyramides. Votre livre commence avec les batailles de l'Antiquité, celle de Jéricho, notamment au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça se termine avec la bataille de Sirte en Libye en 2011. Ça parle sans doute beaucoup plus à nos téléspectateurs, car c'était un sujet d'actualité quotidien. Comment avez-vous sélectionné ces batailles au juste ? Je vous dis, au départ, j'ai commencé par les batailles de France, après d'Europe, et puis il y avait des batailles que je voulais... Il y avait quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est la guerre du Pacifique.
Ouais. Je sais pas, quand j'étais petit, je lisais les bandes dessinées de Bogdani, des choses comme ça, et puis il y était les Japatak, enfin ils étaient avec des figures démoniaques, l'épopée des kamikazes. Je voulais absolument voir à quoi ça ressemblait. Et donc, j'ai eu une bourse du Centre national d'art plastique qui m'a permis d'aller dans le Pacifique, et ça a donné, disons, une autre dimension à ce travail. Qui était au départ un peu ethnocentré, c'est-à-dire européanisant, on s'est battu, les Français, les Allemands, en gros c'est ça. Ouais, ça c'est le lieu qui vous a le plus impressionné? Oui, parce que dans le Pacifique, si vous voulez, il y a énormément de choses qui restent et qui sont à l'abandon. Les populations du Pacifique sont à l'abandon, totalement, que ça à la fois financièrement et écologiquement. Ce sont devenus des espèces d'atolls de bouteilles en plastique, parce que les Américains ont quitté après la crise et maintenant les Chinois essayent de récupérer un peu. Et on a tout à la fois, on va avoir la dépouille d'un zéro et une masse de bouteilles en plastique de Coca-Cola. Alors, c'est des univers qui se télescopent, qui sont très proches quand même. Alors, chaque champ de bataille est l'objet de photos, mais aussi d'un rappel historique. C'est riche d'enseignements. On en apprend sur la bataille elle-même, sur ses enjeux. À l'époque, vous avez parlé tout à l'heure de propagande qui existait déjà, photo à l'appui. Prenons la bataille des pyramides, par exemple. Un rappel historique en quelques mots, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. L'enjeu à ce moment, quel est-il ? Napoléon, son rêve, c'est de conquérir le monde. Il est comme Alexandre. Il y a toujours, disons, des personnages emblématiques, des modèles. On a tous un modèle. Et Napoléon, son modèle, c'est Alexandre. Alexandre, son modèle, c'était Achille. Et on va retrouver les mêmes personnages à travers. Et donc, Napoléon, évidemment, veut aller en Égypte. Il veut aller en Inde, comme l'a fait Alexandre. Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant dans votre livre, c'est qu'il y a des lieux, on l'a dit, qui ont été sanctuarisés. D'autres ne l'ont pas été, au contraire. Il y a des lieux sur lesquels on voudrait presque s'asseoir sur le pied d'un arbre, notamment je pense à Sapoan, il me semble, c'est bien cela, alors que d'autres, on voit l'image, c'est un lieu merveilleux. C'est l'aéroport d'Ascity Fields. Donc là, on est sur l'aéroport qui a été construit par les Japonais en 1943 et qui a été terriblement bombardé par les Américains. Saipan, c'est un lieu qui est comme très étonnant. Saipan, c'est à la chute, disons, de l'Empire japonais, puisque les Américains vont arriver jusqu'à Tokyo, progressivement. L'empereur Hirohito, à Saipan, dit voilà, les démons américains sont là, la population doit se sacrifier. Et donc, les Américains arrivent sur l'aéroport, et poussent les Japonais, et 5 000 et 15 000 civils vont se jeter des falaises. Prenons un autre site, peut-être Kulikovo, c'est en Ukraine cette fois. Là, l'image est beaucoup moins idyllique, on va dire, entre guillemets. Quelques mots là aussi sur cette bataille qui n'est pas forcément connue du grand public. Non, alors, voilà, c'était important pour moi. Ce qui était important dans ce livre, c'était de montrer des batailles qui sont des classiques, c'est-à-dire Austerlitz, Waterloo, enfin des choses que tout le monde sait, et puis des batailles ignorées, des batailles qui ont déterminé l'histoire. Je prends par exemple Kulikovo. Kulikovo, c'est la Horde d'Or, les Mongols, qui sont défaits par le tsar de Russie, Nicolas. Et c'est à partir de ce moment-là, la Russie va exister. Pas tout à fait, c'est plus complexe que ça, mais c'est la bataille, disons, je dirais, emblématique de l'émancipation de la Russie qui revient vers l'Occident, après, qui se détache de l'Asie. Il y a des batailles comme Sadova, par exemple, dont on ne parle jamais. C'est en Tchéquie aujourd'hui. Sadova, c'est la mère des batailles de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est important de rappeler tous ces sites en ce jour de commémoration de l'armistice. On va vous voir, vous, à l'image, avec votre appareil photo. On a envie de comprendre aujourd'hui comment vous avez travaillé, avec quel type d'appareil photo, comment vous y êtes pris concrètement. Une chambre en bois. La première photo de guerre, c'est une photo qui a été faite en 1947, pendant la guerre du Mexique. À un moment donné, les Américains ont voulu... ils ont pris quand même pas mal de territoires aux Indiens, et puis ils se sont dit, on va pousser, on va aller au Mexique, en Californie. Et puis, ils sont pas restés au Mexique, parce que les maladies ont défait, plutôt que la guerre, la moitié des Américains ont dit, c'est pas un bon endroit pour nous. Et en revanche, la première photo de guerre date du 47 Mexique. C'était fait avec une chambre en bois. Et je me suis dit, je vais retourner aux origines, je vais refaire les batailles comme on les a faites en 47.
On vous voit à l'image travailler. Vous dites aussi parfois qu'il y a une dimension littéraire qui a quelque peu anticipé toutes ces prises de vue. Les récits qui retracent ces batailles, au fond, et qu'on peut découvrir aussi dans ce livre, ont été une grande source d'inspiration. Oui. Vous savez, Jéricho, c'est la Bible. Hein, donc Armageddon, c'est le Nouveau Testament. Enfin, tout est comme ça. Hein. Et donc, si vous voulez, je me suis aidé des livres, La guerre de Troie. Hein, quand j'étais en cours moyen première année, notre professeur lisait La guerre de Troie. On avait une page par jour. Et c'était fascinant. Quand vous avez, je sais pas, 7 ou 8 ans, on vous parle de la guerre de Troie. C'était une petite école maternelle à Antibes. C'est un univers fabuleux qui sort des mots, qui sort de la parole du maître. Ouais. Certains États mettent en avant ces sites, d'autres préfèrent les oublier parce qu'ils y ont perdu, parce qu'il y a un roman national, comme l'on dit parfois, dans chaque pays du monde. Ça, vous avez pu le constater concrètement ? Alors c'est très étrange. Pourquoi ? Par exemple, en Grèce. Je prends l'histoire de la Grèce, quand même le berceau de la civilisation, on va dire. Et il y a une bataille qui est absolument générique. C'est la bataille de Leuctre. Leuctre, c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ. À Leuctre, ce sont les Spartiates contre les Thébains. Et Épaminondas, le roi de Thèbes, va inventer ce qu'on appelle la droite refusée. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, chez les Grecs, les hommes les plus forts de la cité étaient à droite, parce qu'ils portaient le glaive, et à gauche, le bouclier. Donc on mettait toujours les costauds à droite, et disons les plus faibles à gauche. Le roi de Thèbes, Épaminondas, va faire le contraire. Il va mettre les forts à gauche, etc. Les Spartiates sont défaits, ils perdent 10 000 hommes, et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que 25 siècles plus tard, Napoléon Bonaparte, qui est étudiant au Louvre, en artillerie, au lieu d'aller s'amuser avec ses copains, il lit tous les bouquins de l'Antiquité. Et il apprend la droite refusée qu'il va appliquer à Arcole et défaire l'armée autrichienne. Guderian va faire la même chose, etc. Et donc, finalement, cette ancienne bataille, qui est une manœuvre tactique, va devenir finalement une bataille. C'est la grandeur de Napoléon ou l'armée allemande qui envahit la France. Au-delà de cette œuvre monumentale que vous nous offrez aujourd'hui, aux éditions Photosynthèse, Champs de bataille, ce que l'on se dit quand on a parcouru votre livre, quand on a lu les récits, quand on a découvert vos magnifiques photos, c'est qu'au fond, l'être humain n'est que de passage. Oui, on peut se dire ça, oui, c'est vrai. Mais vous savez, l'idée aussi du livre, à la fois, il y a cette dimension esthétique, qui est d'essayer l'idée étant d'utiliser la chambre grand format pour donner une force mémorielle, disons, d'être en dehors des modes. Et en même temps, la dimension philosophique, qui est la chair et l'esprit, c'est-à-dire la nature humaine, qui n'est pas forcément très bienveillante. Oui. Et la nature qui reprend toujours ses droits sur la mauvaise nature. Donc, on peut s'entretuer, on peut se battre, mais la nature revient toujours. Alors, s'entretuer, justement, est-ce que vous savez au juste, Yann Morvan, combien de morts toutes ces batailles, 250, représentent? Non, ça c'est impossible. Près de 20 millions pour la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale notamment. Voilà peut-être un quiz, un quiz macabre. Mais ce sont énormes. Pour gagner un livre, je ne sais pas. Ouais. Sur une autre chaîne peut-être. Merci beaucoup Yann Morvan. Je rappelle qu'il y a aussi une exposition d'ailleurs qui a commencé le 7 novembre à Paris, c'est jusqu'au 22 novembre. C'est à Photo Saint-Germain au cœur de Paris, exposition de 12 tirages extraits du corpus d'images qui constitue ce magnifique livre. Yann Morvan, merci. Champs de bataille, édition Photosynthèse, c'est un peu lourd, il faut le dire quand même, on ne l'a pas dit, 8 kilos, mais ça vaut le coup. Merci à vous Yann Morvan. Merci.